L'homme qui fut sauvé par B.W. Sliney. Je suis le seul à m'être échappé. L'homme que l'on avait trouvé à la dérive dans la dory baissa la tête. Les autres, ça les a pris. Cette chose monstrueuse et maudite. Ses yeux se révulsèrent, laissant apparaître leur blanc injecté de sang. Son corps se tendit, puis il se mit à trembler. Sa tentative d'en dire davantage se solda par un échec brisé. Il vaudrait mieux le mettre au lit. Ses nerfs sont complètement détruits. La chaleur, la soif, l'exposition, bien sûr. Des hallucinations. Il s'en remettra avec le temps, dit le médecin de bord. On le plaça donc à l'infirmerie, où il délira pendant 3 jours. Les choses qu'il dit suscitèrent un vif intérêt à bord du cargo Pacific Belle parmi l'équipage. Une peur sourde murmurait que certaines de ses paroles étaient vraies. Il fallut 1 semaine avant qu'il ne recouvre complètement ses esprits. Alors les fièvres et les peurs qui l'avaient assailli étaient passées. Il put parler au capitaine et raconter une histoire cohérente. Nous étions 7. Nous étions partis sur un 2-mâts, nommé le Scudder. Il appartenait à Bob Henry, qui était notre capitaine. Ce n'était qu'une sorte de fantaisie, vous savez, une croisière oisive pour le plaisir de la mer et de la liberté. J'étais le second, après Bob. Je connaissais mieux que les autres la manœuvre d'un navire. Nous naviguions le long des côtes, entrant dans les ports qui nous plaisaient et vivant une vie oisive et idéale. Nous étions tous des amis de longue date. Puis nous décidâmes imprudemment de traverser le Pacifique, comptant sur une saison peu agitée pour nous favoriser. Et nous avons réussi. Honolulu fut atteint sans difficulté, et de là nous mîmes le cap vers le sud en atteignant les îles Marquises. Nous avons navigué d'un groupe d'îles à l'autre jusqu'à atteindre les Philippines. Là, nous reprîmes la route du retour en mettant le cap sur Guam. Mais à mi-chemin, la chance nous a abandonnés et nous fûmes immobilisés par le calme pendant des jours. Nous avions un petit moteur auxiliaire que nous utilisions de temps en temps pour avancer, mais il a fini par tomber en panne et nous fûmes contraints de rester pratiquement au même endroit pendant près d'1 semaine. Cela ne nous dérangeait pas particulièrement car nous n'étions pas pressés, sauf que c'était assez monotone avec si peu à faire. Un soir, durant cette période de calme, vers le coucher du soleil, Hal Rooney signala un grand bouleversement de l'eau à quelque distance de nous. L'eau jaillissait en gerbes et tourbillonnait d'une manière tout à fait inexplicable. Et ça s'est arrêté, soudainement. Nous nous en étonnâmes longtemps, mais ni réflexion, ni imagination, ni déduction ne parvinrent à expliquer le phénomène. Bob Henry a supposé qu'il pourrait réapparaître, et, en effet, il réapparut. Le lendemain soir, à la même heure, nous observâmes de nouveau cette étrange agitation de l'eau. Nous savions qu'il ne pouvait s'agir ni d'une baleine, ni d'aucune autre grande créature marine connue, car le tumulte était trop vaste. Le fait qu'aucun de nous ne put expliquer le mystère éveilla notre curiosité. Le calme se maintenait, la mer s'étendait sans fin autour de nous, rejoignant le ciel à l'horizon. De temps en temps, un poisson noir soufflait et en passant, ou une baleine apparaissait. Les eaux fourmillaient de vie. La nuit, les lueurs phosphorescentes étaient presque livides, étrangement brillantes, et chaque soir, la même agitation de l'eau se produisait quelque part près de nous. À la 3e apparition, la chose devint insupportable pour nous. Nous décidâmes de sortir la dory et d'enquêter à la prochaine manifestation. Et cette enquête ne nous a pas déçus. De nouveau au coucher du soleil, alors que le ciel flamboyait de couleurs éclatantes, l'eau, presque droit devant, se mit à bouillonner, furieusement.
Nous nous entassâmes dans la dorie, prête le long du bord, et avons ramé de toutes nos forces. Mais avant d'atteindre l'endroit, le maelstrom s'était arrêté. Et nous ne vîmes plus qu'une eau d'un indigo intense, calme, profonde de près de 5000. Après cette tentative, nous fûmes plus déterminés que jamais à découvrir la nature de la chose. C'était une surface de mer étonnamment vaste qui avait été agitée, et bien que l'immensité ininterrompue autour de nous donna peu de points de comparaison, nous estimions que la zone couvrait environ 1 acre, une étendue incroyablement grande pour manifester une telle agitation au milieu d'une mer aussi parfaitement calme. Le lendemain après-midi, alors que le soleil descendait vers la mer, une énorme baleine passa lentement, plongeant et rejaillissant, projetant de grands jets d'eau. Je l'observai aux jumelles, lorsqu'elle se mit soudain à changer d'allure. Elle montra des signes de confusion et d'alarme. Elle vira brusquement. Puis je l'entendis très distinctement pousser un gémissement d'angoisse. Un son déchirant, le cri d'un grand animal sans défense, en détresse mortelle. Immédiatement après, l'eau autour d'elle entra dans son désordre sauvage quotidien, et le Léviathan sembla saisi par une force dont il ne pouvait pas s'échapper. Il lutta, violemment, projetant sa masse énorme dans des efforts inutiles. Le tumulte devint de plus en plus grand, puis soudain la baleine s'immobilisa. Nous nous regardâmes, effrayés. Puis tandis que nous regardions encore, la baleine perdit toute forme, et l'eau devint rouge de sang, tandis qu'elle était broyée en pulpe. En quelques minutes, elle disparut entièrement, même la rougeur de l'eau s'effaça. Les tourbillons cessèrent et le soleil se coucha sur une mer immobile. Nous étions sans voix. C'était la chose la plus terrible que nous ayons jamais vue. Le narrateur s'interrompit, ébranlé par le souvenir de ce qu'il venait de raconter. Le capitaine et ses officiers échangèrent des regards empreints d'un scepticisme voilé. Le médecin haussa un sourcil et semblait ne faire aucun doute pour lui que l'homme était fou. Cependant, après un instant, il reprit son récit extraordinaire. Ses auditeurs demeuraient attentifs, mais incrédules, en secret. On espérait qu'avec le temps, il retrouverait son équilibre mental. Dire que nous étions bouleversés serait bien en deçà de la vérité. C'était si inexplicable, si absurdement monstrueux. J'étais pour ma part favorable à quitter l'endroit au plus vite, et plusieurs des autres partageaient mon avis. Mais certains voulaient savoir ce qu'était la chose, et mettre fin à toute discussion. Le calme demeurait absolu, et le moteur restait inutilisable, malgré tous nos efforts. Pendant 3 jours, la chose ne reparut pas. Nous avions décidé qu'il s'agissait d'une créature des grandes profondeurs, d'un monstre gigantesque, qui remontait des abîmes pour se nourrir. Pourtant, nous n'avions jamais entendu parler d'un tel être, si ce n'est dans les récits des navigateurs et dans les superstitions maritimes. Nous hésitions à croire ce que nous avions vu. Nous avions peur d'y croire. Et c'est alors que la véritable peur nous gagna. Auparavant, nous avions été curieux, légèrement spéculatifs, enclins à plaisanter. Désormais, nos pensées étaient envahies par des pressentiments de désastre. Les poissons volants qui jaillissaient soudain de la surface nous faisaient sursauter. Les marsouins s'approchant du navire nous précipitaient sur le pont. La nuit, le moindre souffle de vent claquant dans le gréement nous réveillait en sursaut. Bien que chacun de nous eût à l'esprit le danger possible venu des profondeurs inconnues, personne n'en parlait. Et pourtant, dans l'air flottait une présence glaciale de crainte. Je crois que nous aurions quitté cet endroit si cela avait été possible. Le souvenir du sort de la baleine était encore trop vif dans nos mémoires. Après la mort de celle-ci, le monstre ne remonta pas pendant 3 jours, comme je l'ai dit. Cela nous procura un certain soulagement. Précisément ce 3e jour que la grande tragédie se produisit.
J'étais occupé à fixer un nouveau siège dans la dory, suspendu sur le pont. Les autres étaient oisifs, faisaient des paris sur le quart d'horizon où la créature apparaîtrait, ou se demandaient si nous la reverrions. Et je fus soudainement saisi par un cri. Immédiatement après retentit le bruit d'une eau en furie, un bruit qui fit passer en moi l'essence même de l'effroi et abattit mon âme. D'une manière ou d'une autre, je sus que nous étions au milieu de la montée du monstre à la surface. Je me levai et regardai par-dessus bord. Il y avait là une masse horrible de matière verte, palpitante, une substance répugnante sans forme définie et pourtant solide, une île mouvante et frémissante de cette matière. Tandis que je regardais, elle surgit de l'eau, passa par-dessus le bord du schooner, se renversa sur elle-même, glissa et se répandit sur le pont. Nous fûmes tous pris de panique. Certains se précipitèrent vers la cabine arrière, mais un bras visqueux leur barra le passage. Ils s'étendaient et se soulevaient avec une rapidité terrifiante. 2 hommes tentèrent de grimper au mât. Bob Henry courut vers l'avant et tomba l'instant d'après. Il était recouvert de cette matière hideuse, avant même d'avoir pu pousser un cri, et disparut. Sans savoir réellement ce que je faisais, je renversai la dory et me glissai dessous, entraînant avec moi Mark Whitmore, qui se trouvait le plus près de moi. Heureusement, j'avais retiré les sièges, et il y avait juste assez de place pour nous deux, couchés à plat. Alors vint l'obscurité et une odeur inconcevablement fétide de décomposition, tandis que la masse monstrueuse se répandait au-dessus de la dory. Une obscurité étouffante et interminable, pendant laquelle nous restâmes recroquevillés sous la coque plate, osant à peine penser à l'horreur qui rampait au-dessus de nous, nos poumons brûlants du manque d'air. Enfin, la lumière reparut sous la dory. Peu à peu, le bruit de glissement, de brassage et de succion cessèrent. Nous demeurâmes longtemps immobiles, trop effrayés pour bouger. Et finalement, l'inquiétude pour nos compagnons nous força à soulever la dory. Le ciel brillait des derniers rayons du soleil couchant. La mer reposait, paisible, mais le pont du Scudder était couvert d'une bave jaune-verte, malodorante. Un silence pesait comme un linceul. Nous appelâmes. Aucune réponse. Nous fouillâmes la cabine arrière, vide. Le gaillard d'avant était désert. Il n'y avait plus âme qui vive à bord. Tous les hommes, sauf nous deux, avaient disparu. Cette chose les avait tous pris. Nous cherchâmes encore, mais nous étions seuls à bord du Scudder. C'était un fait que nous devions affronter, sans parvenir à l'accepter. La nuit tomba rapidement, la lune et les étoiles nous observaient. Nous décidâmes finalement que rester sur le navire serait suicidaire. Le calme persistait, pesant comme une chose morte. L'idée de l'entité innommable vivant quelque part sous nous était insupportable. Nous équipâmes la Doris d'eau et de vivres, et nous nous éloignâmes dans la nuit de ce navire maudit. Puis vinrent des jours interminables de torture sous un soleil cruel, et des nuits d'angoisse à l'idée de ce qui pouvait rôder dans les eaux autour de nous. Un matin, je m'éveillais pour me trouver seul dans la dory. La veille, Marc avait évoqué la folie. Je crois qu'il n'avait pas su affronter l'idée de ce qui nous attendait. À partir de ce moment, je sombrais dans un état de stupeur. Du temps écoulé jusqu'à ce que vous me recueilliez, je ne garde aucun souvenir. Tel est mon récit, messieurs. Il vous paraîtra difficile à croire. Il m'est difficile à croire, moi-même. Je me demande parfois si ce n'est pas une conception insensée d'un esprit malade. Je voudrais que ce soit le cas. Mais je suis tourmenté par la réalité. Le Pacific Belle poursuivait sa route vers l'ouest, en direction de Manille. L'histoire de l'homme sauvé se répandit parmi l'équipage et fut vivement débattue et généralement admise. Les officiers cependant évitaient le sujet, surtout en sa présence. Un matin, à l'aube,
On aperçut un schooner à la dérive. Le capitaine ordonna de stopper pour enquête. À mesure que la lumière croissait, on reconnut le Scudder de San Francisco. L'homme sauvé fut appelé. Oui, c'est le navire. Il chancela. Le second le retint et ordonna qu'on le reconduise à sa cabine. L'inspection confirma ses dires. Les papiers du Scudder prouvaient sans aucun doute possible qu'il en provenait. Rien n'indiquait ce qui avait pu chasser l'équipage du navire. Son récit prit ainsi une apparence de vérité que même les officiers durent admettre, à contre-cœur. On décida de couler le schooner, devenu dangereux pour la navigation. On plaça de la dynamite à mi-navire, dans un fracas éclatant. Le Scudder se souleva puis s'abîma dans les profondeurs, et le Pacific Bell reprit sa route. Plus tard dans la journée, le capitaine étudiait les cartes. Pensez-vous qu'il y ait réellement quelque chose de vrai dans l'histoire de cet homme? Le second haussa les épaules. De telles choses n'arrivent pas. Il est dérangé, voilà tout. Tous les hommes ont pourtant bien disparu du Scudder. Oui, mais j'aimerais mieux accepter n'importe quelle autre explication que celle-là. L'eau dans cette partie de l'océan a 5000 de profondeur, aussi profonde que la plus haute montagne est élevée. Il est bien possible qu'il existe là-dessous bien des choses que nous ignorons, ou même que nous ne soupçonnons pas. Cependant, cette nuit-là, après que la lune gonflée se fut couchée et que tous dormaient, à l'exception des veilleurs et de l'homme venu de la mer, le Pacific Bell connut une terreur brève et absolue. Le survivant, bouleversé par la vue du Scudder, n'avait pu dormir. Après des heures d'agitation, il s'était rendu à l'avant et contemplait l'eau. Tandis qu'il se tenait là, lentement, presque imperceptiblement, il sentit la peur l'envahir. Une odeur lui parvint, une odeur qui réveilla en lui l'horreur de son dernier jour à bord du Scudder. L'odeur écœurante, chargée de décomposition, du monstre des profondeurs. Il tendit l'oreille. Au-dessus des vibrations du navire, il perçut un bruit de brassage, d'eau tourbillonnante. Il hurla, d'un cri si puissant qu'il réveilla tous ceux du Pacific Bell. Il se détourna de l'étrave et courut en trébuchant vers la passerelle. Le second s'y trouvait déjà, alarmé par le cri. « Monsieur, la chose, le monstre, arrêtez le navire, faites machine arrière, je vous en prie. » Le second, reconnaissant l'homme, laissa échapper un rire de soulagement. Il avait craint un danger terrible, mais ce n'était qu'une nouvelle crise. « Bon sang, mon vieux, calmez-vous un peu. » Mais avec un nouveau cri terrible, l'homme s'élança hors de la passerelle, arracha une bouée de sauvetage et se jeta par-dessus bord. « Un homme à la mer !» Le second donna l'alerte et se précipita vers les commandes. Mais avant qu'il ne les atteigne, la vitesse du Pacific Bell diminua, brusquement, comme s'il était pris dans les mailles d'un filet gigantesque. Puis il perdit toute vitesse. Une lueur vive et étrange d'un vert phosphorescent illumina la mer sur une vaste étendue, éclatant soudain en une clarté sinistre qui arracha le navire à l'obscurité et révéla son impuissance aux étoiles. La masse lumineuse se rua vers le navire, s'y entassa, roula sur lui, s'accrocha à ses flancs, inonda ses ponts. Des hommes accourus à la suite des cris se précipitèrent frénétiquement vers les cales, barricadant hublots et portes derrière eux. Sur la passerelle, le capitaine envoya des ordres inutiles à la salle des machines. Le navire ne pouvait plus bouger. Puis, lentement, inexorablement, tandis que l'éclat de la lumière phosphorescente diminuait, la grande masse qui en était la source commença à s'enfoncer. Graduellement, elle s'abaissa, entraînant avec elle le Pacific Bell, vapeur pourtant de bonne taille. Les vagues recouvrirent le pont principal,
atteignirent et submergèrent la passerelle, se déversèrent dans les cheminées, envoyant des nuages de vapeur sifflantes dans l'air. Enfin, même les sommets des mâts disparurent. Il n'y eut pas le temps d'envoyer un message. D'ailleurs, un message aurait été inutile. De nouveau, la mer se calma. Au bout d'une demi-heure, cependant, la surface fut agitée quelques minutes par une grande remontée de bulles, conséquence de l'écrasement sous la pression des profondeurs des cloisons du Pacific Bell. Puis l'eau ne fut plus jamais troublée par le navire. Minuscule élément perdu dans l'immensité terrifiante de l'océan. Un homme flottait sur une bouée dans la route d'un paquebot qui le recueillit plus tard. Et tandis qu'il prenait lentement conscience de l'ironie de sa seconde survie, il sanglotait d'une pitié vaine pour lui-même. Though I'll just drop this shit. Does shit go away after you drop? I hope not. Make a storage box. Well, the storage box right now is the fucking floor. I can build a roof though. I have 3,000 2,000 hours 3,200 hours in this game, and I do not recommend anyone to play this. What? Typical negative 3,000 hour negative review user. I can't believe I'm seeing one of these people in the wild. Crazy. They do exist. Yeah. Okay, so we have 4 floors. Was the... Oh shit, I thought I was using the pickaxe. Oh, cool. Nice, we built a 5! Well, I built a door frame. Shit. I built a door frame instead of a wall, and now the game is bullying me.